Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La presse sénégalaise endeuillée avec le décès ce dimanche de Jean Meïssa Diop, le journaliste qui a contribué à la formation de plusieurs générations de reporters, a succombé des suites d'une maladie. Situation de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal enregistre 6 décès ce samedi. 268 nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés ce matin par les services du ministère de la Santé. 4 hectares de terre octroyés aux transporteurs maliens par la mairie de Sangara. Un espace qui devrait permettre à plus de 1000 camions maliens d'occuper cet espace. Un site qui va permettre à Sangara de devenir une zone logistique, portuaire et commerciale. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La presse sénégalaise pleure un de ses vaillants soldats. Jean Meïssa Diop, un des pionniers du groupe Walfadjri, s'est éteint ce dimanche des suites d'une maladie. Le défunt, diplômé du CESTI, a également enseigné dans cet institut de formation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il était également membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Repose en paix, cher professeur. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Point Covid du jour, 268 cas positifs communautaires, 6 décès sur 2448 tests réalisés. Les cas positifs donc répartis comme suit: 102 cas contacts, 166 plutôt issus de la transmission communautaire. Les régions les plus affectées sont Kaolack 23 cas, Thiès 15 cas, Louga 7 cas. 51 malades sont pris en charge par les services de réanimation dans les hôpitaux. 192 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Covid-19 toujours, les nouvelles restrictions dans les églises et autres célébrations à partir de ce dimanche 24 janvier. Les messes de mariage seront désormais réservées à la famille restreinte et aux proches. Pour les funérailles, seule la famille restreinte également assistera à la levée du corps et les corps seront directement acheminés au cimetière. Monsieur André Gueye, évêque de Thiès, qui a signé le communiqué, compte sur la collaboration des prêtres et fidèles. On voit cela dans cet élément signé Al-Hassan Ba. Parmi les mesures de restriction annoncées sur l'ensemble du territoire du diocèse, les messes de mariage qui seront strictement réservées à la famille restreinte et aux proches parents. Pour les funérailles, les veillées de prière publiques dans les maisons et les expositions de corps suspendus. La levée du corps est réservée à la famille restreinte. Les corps seront directement acheminés au cimetière où le prêtre fera l'absoute en présence de la famille restreinte. Une messe à l'attention du défunt peut être célébrée avant ou après les obsèques à la demande de la famille ou des proches. Les longues files et les regroupements pour présenter les condoléances ainsi que les cérémonies et les repas organisés à la maison mortuaire sont déconseillés. Cette demande faite à l'endroit des diocésains a pour objectif, selon Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, d'éviter les rassemblements jugés propices à la contamination. L'Église constate que la pandémie de Covid-19 n'a fini pas de se propager et de faire des victimes. C'est pourquoi, dans le communiqué, Monseigneur André Gueye a tenu à rappeler les mesures de prévention tels que le respect de la distanciation, le port obligatoire du masque dans les lieux de célébration, la désinfection des églises et chapelles, le lavage systématique des mains pour accéder aux lieux de culte, l'utilisation fréquente du gel par les prêtres et les acteurs liturgiques. Le document rappelle que l'état d'urgence dans les régions de Thiès et Dakar interdit cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique, toute réunion publique et privée, y compris les baptêmes, les mariages, les réceptions et les cérémonies religieuses. Pour les messes, l'évêque conseille de nettoyer les vases sacrés, surtout le calice, avec des produits appropriés, et de prendre toutes les précautions pour la visite et la communion des malades, tenir les rassemblements opportuns, dont des groupes de prière dans des espaces aérés et ouverts, mieux organiser les quêtes et offrandes sans se passer les paniers ou caisses et en respectant la distanciation. Monseigneur André Gueye, qui insiste sur le respect des mesures à partir de ce dimanche, compte sur la collaboration des prêtres et la communion de tous les fidèles.
Sanba, nous parlons à présent de don de sang avec le réseau d'interconnexion, d'échange, de partage et de solidarité qui a demandé à ses membres de donner de leur sang pour sauver des vies. Le RIEPS, à l'occasion de son 3e anniversaire, s'est rendu au Centre national de transfusion sanguine de Dakar pour cette action citoyenne. L'objectif de 500 poches de sang a été largement atteint. Suivant à ce propos les explications de Fatou Niang, elle est la vice-présidente du réseau, interrogée par Abdoulaye Diop et Diafaraba. Donner du sang. Donc c'est un plaisir de voir que ce bébé qu'on a vu naître il y a 3 ans a accompli autour de ces 3 bonnes années des actions qui ont véritablement marqué les esprits à travers le territoire national. On a pensé aujourd'hui à notre 3e anniversaire à faire une action qui est également sociale bien sûr et qui est vitale même on peut dire, à savoir donner du sang. Donc l'ensemble des membres, ou une bonne partie en tout cas, se réunit aujourd'hui ici au centre de transfusion sanguine et cela se passe, il faut le dire, simultanément à travers toutes les régions ou bien une bonne partie des régions du pays quand même. Donc notre objectif global c'était 500 poches, c'est largement atteint, donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction, il faut le dire. Au niveau des régions, pareil, les coordonnatrices des cellules de Mboro, Thiès notamment, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis, donc sont actuellement aussi sur le terrain au niveau des districts sanitaires des zones concernées pour faire en fait le même don que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Du chef de l'État du lancement de la 2e phase de la plateforme industrielle de Diamniadio, le conseil de surveillance de l'agence pour la promotion des sites industriels a visité la plateforme et le domaine industriel. Les administrateurs de l'APROSI décernent ont satisfait malgré certains problèmes d'enclavement et d'assainissement. On voit cela dans cet élément signé Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Visiter la plateforme et le domaine industriel de Diamniadio, le conseil de surveillance de l'agence pour la promotion des sites industriels se félicite du travail effectué de 2014 à nos jours. Et aujourd'hui, on ne peut noter qu'une satisfaction par rapport à l'évolution des travaux qui sont en train de se faire ici. Cela en fait recoupe totalement la vision du président de la République sur le PSE cap vers l'industrialisation et que vous êtes vous-même, vous avez constaté vous-même ce qui est en train de se faire au niveau de ce domaine industriel. Je venais juste à rappeler qu'en 2013, lorsque moi je venais de nommer ici comme président du conseil de surveillance, alors si on vous avait demandé de venir dans ce site, vous faites la comparaison avec ce que vous aviez et ce que vous avez présentement, vous n'en reviendrez pas. Pour la direction générale de l'APROSI, des dizaines d'industries se sont déjà installées avec un nombre important d'emplois. Nous avons fait l'ensemble du domaine qui s'étend sur 167 hectares avec une extension de 67 hectares obtenue il y a 2 ans. Sur le domaine globalement qui était vierge en 2014 et que M. le Président de la République a demandé, disons, de pousser, de booster avec le ministère de l'Industrie, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'entreprises en activité. Du côté des industriels, dont certains étaient établis à Dakar, l'on se félicite de ce nouveau site industriel malgré les difficultés liées à l'enclavement et à l'assainissement. Comme l'annonçait dans les titres de ce 20h, 4 hectares octroyés aux transporteurs maliens par la mairie de Sandiara. Plus de 1000 camions peuvent donc occuper cet espace. Ceci doit permettre à Sandiara de devenir une zone logistique, portuaire et commerciale. Plus de 10 milliards de francs CFA seront investis dans les prochaines années dans cette zone. L'inauguration a été faite en présence du ministre malien des Transports, le maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. C'est un des projets phares de la commune, faire de Sandiara une zone à la fois logistique, portuaire et une zone de développement. Ce projet est aussi en rapport avec le plan Sandiara émergent. Sandiara accueillit depuis 4 ans les camions en provenance du Mali et à destination du port de Dakar. Et nous avons donc décidé ensemble avec les EMAS, avec le port autonome de Dakar, de créer une structure d'accueil ici à Sandiara qui a d'abord comme rôle de construire une sorte de zone d'attente pour les camions à destination du port. Deuxièmement, pour créer ici dans le futur une zone de stockage, une zone de développement, une zone logistique en rapport avec nos amis de l'OCP. Donc ce projet vient à point nommé. Il sera composé d'abord d'une aire de stockage
d'une aire de stationnement. Comme vous le voyez, la première phase c'est 4 hectares, mais dans le moyen terme, ce sera une zone de 20 hectares, avec des hôtels, des restaurants, des stations de conteneurs, des stations d'essence, tout ce qui vraiment compose un port, qui est juste la phase 1 d'un grand projet qui va coûter 10 milliards de francs dans les années à venir, parce qu'il y aura des infrastructures routières reliant la nationale 1 à la VDN jusqu'à la sortie. Alors le port est fait pour accueillir 1000 camions à temps plein et aura de la place pour 6000 conteneurs. 130 employés de la microfinance Manco licenciés, ces travailleurs plutôt très en colère, menacent de plomber la filiale de la Société Générale du Sénégal. En Assemblée Générale, ils réclament leurs droits et contestés en justice. Les employés envisagent de brandir des pancartes et porter des brassards rouges devant cette institution financière. Suivez plutôt ce reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Colère noire à Seif Manco. Ils sont 130 employés de la filiale microfinance du groupe Société Générale du Sénégal, ex-GBS, licenciés par Seif Manco. Le Sénégal a hérité l'épargne de Manco. La Société Générale du Sénégal a hérité l'actif de Manco et un certain travailleur. Pour les caissiers et autres cadres de Manco, ça nous le déplorons parce qu'il y a une discrimination et une injustice sociale. Nous demandons et exigeons le redéploiement de tout le personnel de Manco. Plus de 130 employés sont en procédure de licenciement au motif économique en violation de l'article L60 à L66 du Code du travail. Ce que nous fustigeons jusqu'à la dernière énergie. Ces employés en assemblée générale menacent. Grande surprise, des affiches ont été postées sur les réseaux sociaux pour aviser l'opinion publique de la cessation des activités de Manco. Ils comptent rester en justice le groupe GSN à venir. Pour demander de sauvegarder l'outil de travail, pour demander de sauvegarder les emplois au niveau du secteur de la microfinance, nous voyons un groupe qui est en train de violer gravement les lois du Sénégal. Ça, on le condamne. Ces travailleurs vont brandir des pancartes et porter des brassards rouges devant le siège de l'institution financière si toutefois les 130 ne reprennent pas service les jours. Nous allons à Louga à présent avec le lycée de Ngagne qui va étrenner son bloc administratif d'une valeur de 17 millions de francs CFA, mais pour autant les problèmes demeurent avec l'absence de bloc scientifique et de salle de classe. C'est une correspondance signée Tierno-Fall. Ce bloc administratif réalisé par le conseil départemental de Louga dans le lycée de Ngagne vient satisfaire une vieille doléance au niveau de l'établissement qui fait face à de nombreuses difficultés depuis son existence. Donc chose promise, chose due. Le bloc est déjà prêt, on est satisfait, mais il manque les équipements nécessaires. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'avait rien. Donc il n'y a pas de bureau, pas de chaise adéquate. Rien du tout. L'absence de bloc scientifique et le déficit de salles de classe sont toujours inscrits sur la liste des doléances. Le lycée n'a pas de bloc scientifique. Donc, on n'a pas de laboratoire. Il y a un déficit de salles. C'est pour cela qu'il y a des salles qui tournent. Et même les dimanches, on vient faire cours. Donc, parce qu'il n'y a pas assez de salles. Face à ces manquements, le président du conseil départemental a pris de nouveaux engagements. Il promet de redoubler d'efforts pour sortir l'établissement de cette situation. Le président de la République nous a instruit de ne ménager aucun effort pour que l'école sénégalaise aille de l'avant. Et Ngagne a suivi. Quand on voit les résultats du CFE et le bac de cette année-ci, si Louga est sorti 3e au niveau national, je peux dire que c'est grâce à vous. Donc nous sommes très contents et on va continuer à faire des efforts. Bon, maintenant, vous avez demandé du matériel bureautique dans le bloc administratif et on est prêt à continuer à vous aider. Modou Mberi Silla était dans la commune de Ngagne pour procéder à l'inauguration du nouveau bloc administratif construit à hauteur de 17 millions par le conseil départemental de Louga dans le lycée de la commune.
Direction le Kabada à Sédio à présent où près de 70 familles sont formées aux techniques de maraîchage pour booster leur production. Un projet qui vise également à lutter contre la malnutrition et le chômage des jeunes, nous dit Bakary Conté. Les femmes et jeunes de Toubafal dans le Kabada viennent de bénéficier d'un projet de maraîchage d'un montant de 68 millions de nos francs. Nous sommes venus montrer aux autres villages l'importance du jardinage. L'hivernage ne compte que 3 mois seulement sur les 12 de l'année. Donc avoir une autre activité pendant la saison sèche est une bonne affaire. Ce projet permettra de lutter contre la malnutrition et la pauvreté dans le Kabada. Avant, toutes les femmes allaient ailleurs chercher quelque chose à manger, tout ce qui est légumes, elles allaient au niveau des loumeux. Loin d'ici à Niamakuta et ailleurs, mais aujourd'hui, chaque femme peut rester jusqu'à 11h au moment de préparer son repas et marcher tout doucement jusqu'au périmètre, prendre quelques légumes, aller préparer. Donc l'autoconsommation est quelque chose qui est très apprécié ici. Les jeunes, souvent candidats à l'immigration clandestine, peuvent rester au terroir et gagner leur vie. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont morts dans les eaux, donc ce projet de périmètre maraîcher peut mettre fin au chômage, au vol de bétail et aux agressions. Chaque année, des hectares et des hectares de terre sont brûlés par les feux de brousse, une situation que déplore l'AVPE. Les feux de brousse font toujours des ravages dans cette partie du Kabada. Vous voyez le feu qui arrive. Nous sollicitons l'appui du ministère de l'Environnement et du président Macky Sall en nous octroyant des camions-citernes dans l'arrondissement de Bogal et d'autres matériels pour lutter contre ces feux de brousse. Nous informons le ministre de l'Agriculture de la situation qu'il prépare l'aliment de bétail, sinon nous allons perdre tous nos bœufs. Parce que sinon, l'association des volontaires pour la protection de l'environnement et son partenaire Valoré comptent élargir ce projet de maraîchage dans les autres villages du Kabada pour lutter contre la pauvreté dans cette zone frontalière à la Gambie. Page des sports à présent, nous parlons de football avec le dernier match de la 4e journée de la Ligue 1. C'était à Thiès. Snaps est venu à bout de l'US Gorée. Victoire des Thiessois 2-1 face aux Insulaires. Au classement, donc Djambar leader avec 10 points, suivi de l'AS Pikine 2e avec 7 points. Tenguet FC est 3e avec 7 points et un match en moins. En bas de tableau, NGB est 3e et 13e plutôt avec 3 points. L'US Gorée, lanterne rouge, donc avec un seul point. Le skateboard devenu une discipline sportive olympique. Le Sénégal n'entend pas être à la traîne. Pour cela, la Fédération sénégalaise de roller et de skateboard démarre une campagne d'initiation chez les enfants de moins de 10 ans. C'est un sujet signé sur Salibou Diarra et Ahmadouba. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 en ligne de mire. La Fédération sénégalaise de roller et de skateboard prépare ses futurs participants. Des jeunes dont la moyenne d'âge ne dépasse pas une dizaine d'années sont initiés à la pratique. Nous sommes en train de faire des ateliers de skateboard pour initier les tout jeunes, les tout petits, parce que comme vous le savez, Dakar 2026, c'est tout près. On peut dire que c'est demain ou le lendemain. Donc en ce moment, il faut qu'on se prépare au lieu de dire qu'il y a le Covid, on doit se prendre nos précautions et nos préventions pour préparer cet événement. Donc on a besoin des enfants de 6 ans jusqu'à 10 ans parce que c'est eux qui auront en 2026 17 ans, 16 ans, 18 ans. Des initiés enthousiastes au grand bonheur de leurs moniteurs. Il y en a qui ont des capacités déjà, qui n'ont jamais fait de skate aujourd'hui, qui commencent déjà à savoir rouler. Donc j'espère que ce sport va leur plaire et qu'ils vont continuer de le pratiquer pour être des compétiteurs aguerris lors des Jeux de la jeunesse et représenter l'Afrique et le Sénégal aussi. Dans les perspectives de la fédération, la massification des skateboards au Sénégal et une qualification aux Jeux olympiques Tokyo 2021. Nous aussi on se prépare, on a été aux qualifications de Tokyo, le Sénégal a eu 28 points. En ce moment il y a l'Afrique du Sud, le Sénégal, Bénin et je ne sais pas
quel autre pays. Donc, c'est 3 pays qui doivent sortir pour aller à Tokyo. Donc, le Sénégal se prépare avec notre athlète Jean-Thomas Saldo et son moniteur qui est là, Lima Mougué. Discipline olympique, le skateboard n'est pas encore développé au Sénégal comme le roller. Un gros chantier en vue pour l'instance dirigeante. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à partir de 6h30 dans Info Matin. Voilà, bonne suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.